Bonjour tout le monde. Ah, merci, bienvenue. Merci d'être avec nous. On regarde, on a déjà une cinquantaine, plus de presque soixantaine de participants avec nous. Alors, c'est déjà un bon départ. Euh, Quelques petits rappels avant de commencer sur le fonctionnement un peu d'un midi-conférence avec nous. Euh, donc, premièrement, on invite les participants à garder leur micro et vidéo fermés. La présentation sera enregistrée. Elle se retrouvera sur le site de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. La période de questions ne va pas être enregistrée ou en tout cas, si elle est enregistrée, elle va être coupée au montage. Donc, on vous invite en fait à envoyer vos questions dans le chat ou à les garder pour la fin. Sinon, si jamais vous aviez vraiment très envie de communiquer pendant la présentation, c'est possible, mais sachez que il n'y aura pas de coupure à ce moment-là et que tout sera sur Internet. Alors, si vous prenez la parole, c'est que vous, implicitement, vous consentez à ce que vos propos se retrouvent sur Internet. Ensuite, les personnes qui souhaitent avoir une attestation de participation à cette activité peuvent en faire la demande. C'est Mme Frédérique Lemieux qui va s'occuper de ça. Alors, je vais tout à l'heure mettre son adresse courriel dans le chat. Vous allez pouvoir communiquer avec elle pour ça. D'accord, on a maintenant 70 participants. On avait 145 inscriptions. Parfois, des gens qui ne peuvent plus là, le jour même, mais c'est correct. Avant qu'on continue, j'aimerais aussi vous inviter, ceux qui sont avec nous, à nous dire un peu qui vous êtes en écrivant dans le chat juste votre fonction, titre, puis l'organisme ou l'établissement d'attache qui est le vôtre. Alors, ça va nous donner une petite idée, puis les gens aiment toujours un peu savoir là, avec qui ils sont. Donc, vous pouvez commencer. Oui. Puis Lise, les gens pourraient aussi indiquer si ça les concerne, si, en fait, s'ils sont membres de la communauté autiste, s'ils s'identifient ou se reconnaissent comme autistes, ils ne sont peut-être pas affiliés à des organisations, mais peut-être leur intérêt les amener ici sur la base de leur expérience personnelle, leur savoir expérientiel. Bien, absolument. Donc, en tout cas, les gens qui sont intéressés à partager cette information-là avec nous, Marjorie, je vois que c'est un point d'intérêt pour elle aussi. Alors, merci d'avance. Alors d'ailleurs, voilà, ça m'amène à vous présenter nos conférencières, Marjorie Desormeaux-Moreau. Elle est chercheure et ergothérapeute. Elle enseigne à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Elle est un membre de l'Institut universitaire en santé et services sociaux de première ligne, ainsi que aussi de l'Institut universitaire en DI-TSA, n'est-ce pas? Elle s'auto-identifie comme personne et chercheuse autiste. Mélanie Couture, elle est ergothérapeute et professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Elle est chercheure au Centre de recherche du JUS ainsi qu'à l'Institut universitaire en DI-TSA. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Logement locatif et habitat, préférence des personnes autistes adultes ». Et c'est maintenant que je cède la parole à nos conférencières. Donc, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Lise, je vais te transférer le pouvoir d'admettre les gens et je vais fermer cette fenêtre. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous, avec ma collègue Marjorie également, pour vous faire cette présentation. Nous nous attarderons principalement à décrire la situation d'habitation des adultes autistes québécois, mais également de décrire les besoins et les préférences de cette clientèle-là en matière d'environnement domiciliaire locatif, tout ce qui touche l'environnement physique et matériel. Donc, ce projet de recherche émane d'un promoteur immobilier qui a contacté le groupe partenariat d'affaires de l'Université de Sherbrooke, donc Immobilier First avec Mathieu Cardinal, et je le salue, il est avec nous présentement, donc a approché le groupe partenariat d'affaires pour réaliser un projet de recherche pour pouvoir identifier des clientèles qui pourraient être des locataires, mais qui pourraient avoir envie de profiter de logements abordables.
Donc, avec Mathieu, avec Marjorie, avec d'autres collègues, en particulier Martin Cahouette, qui est aussi dans l'auditoire aujourd'hui, on s'est rencontrés avec d'autres partenaires, avec le CIUS également, pour discuter qui pourrait être une clientèle intéressante, qui pourrait être des futurs locataires et qui pourrait bénéficier de logements abordables dans une perspective également où on pourrait identifier des besoins particuliers dans l'organisation, dans la construction même de ces appartements. Donc, avec Mathieu, avec également Marjorie, on a identifié la clientèle autiste comme étant une clientèle potentiellement intéressante pour ce projet de recherche, mais également ce projet de construction immobilière. Donc, on a amorcé le projet ensemble, puis ensuite, avec la vision de Marjorie également d'une recherche davantage partenariale où on va être davantage centré et avoir la perspective des personnes autistes en particulier. Donc, on est allé chercher également 4 partenaires autistes pour discuter, développer le projet, le questionnaire auquel on va vous partager les résultats aujourd'hui. Donc, on voulait vraiment, ce n'est pas un projet totalement partenarial parce qu'il était initié par le promoteur, il était initié par les chercheurs. On a voulu également élargir cette façon de faire pour avoir un ancrage plus direct avec la clientèle visée. Donc, on peut changer de diapo. Mélanie, elle évoque ici l'idée d'une approche partenariale à laquelle on venait greffer une perspective participative. Donc, il y a un ancrage partenarial définitif à laquelle on a accolé une perspective là, participative. Merci, Marjorie. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, je me permets une précision qui est importante concernant le vocable, les termes qu'on va utiliser dans cette présentation pour parler des personnes qui détiennent un savoir expérientiel de l'autisme. Vous allez noter qu'on a fait le choix de privilégier un langage qui est axé sur l'identité plutôt qu'un langage axé sur la personne, c'est-à-dire qu'on parle d'autistes, de personnes autistes, plutôt que de parler de personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. On a fait ce choix parce qu'un langage axé sur l'identité représente la préférence d'une majorité au sein de la communauté autiste par opposition à un langage axé sur la personne qui s'avère, lui, perçu offensant par une majorité. C'est un choix qui est aussi aligné avec les recommandations d'autres chercheurs qui s'intéressent à l'autisme. On est toutefois bien consciente que cette préférence pour un langage axé sur l'identité n'est pas nécessairement représentative de l'ensemble des membres de la communauté autiste. Et on respecte l'opinion des personnes qui, directement concernées, pourraient préférer d'autres termes. La décision d'utiliser un tel langage est pour nous, pour moi, un positionnement politique qui vise l'enracinement et la reconnaissance de l'autisme dans une identité sociale positive. Et maintenant, vous puissiez comprendre des conclusions d'études sur lesquelles s'appuie notre présentation d'aujourd'hui. Je vais d'abord vous faire une brève mise en contexte, après quoi Mélanie va pouvoir vous présenter la démarche scientifique derrière l'étude en question. Donc, dans les dernières années, il y a plusieurs acteurs qui ont souligné à quel point l'accès au logement est un enjeu important au Québec, particulièrement dans les grandes villes comme Montréal, Québec, mais aussi également comme Sherbrooke. Le choix dans le marché locatif est de plus en plus restreint. Et le loyer des logements qui sont sur le marché sont souvent trop élevés pour des revenus modestes, alors que certains logements sont, quant à eux, dans des conditions d'habitation précaires, voire non conformes même aux normes d'habitation en vigueur, ou sont tout simplement pas accessibles pour une location sur du long terme. Tout ça, ça fait en sorte que la recherche de logement est difficile et stressante pour plusieurs locataires. Certaines personnes en viennent d'ailleurs par dépit à se loger dans un milieu qui répond mal à leurs besoins résidentiels. La pression financière qui est liée au coût du loyer est d'autant plus importante, d'autant plus grande pour les locataires à revenus modestes, pour qui le logement présente un facteur de précarisation, plutôt que d'être, comme on pourrait souhaiter, un facteur de développement. Une inadéquation entre, d'une part, les besoins et les capacités de la personne et d'autre part, les caractéristiques de son milieu de vie peut d'ailleurs entraîner des répercussions sur son état de santé, alors que l'accès au logement représente quant à lui un frein qui peut limiter la réalisation d'activités signifiantes, par exemple le travail, les études, le bénévolat, les loisirs ou tout autre type d'activités signifiantes et significatives.
Ce portrait d'accès au logement est d'autant plus inquiétant, préoccupant pour les adultes autistes, dont l'autonomie financière est souvent limitée par leur difficulté à trouver et maintenir un emploi, des difficultés qui s'expliquent en grande partie par la stigmatisation et la discrimination. De fait, les autistes sont souvent sujets à l'exclusion sociale dans plusieurs sphères de leur vie, au travail certes, mais aussi lors de la recherche de logement. De façon générale, alors que l'entrée dans la vie adulte repose sur l'exercice de nouveaux rôles sociaux, incluant celui de devenir locataire ou propriétaire, l'accès à des milieux capacitants, essentiels pour soutenir l'exploration, l'actualisation et l'épanouissement dans tel rôle, demeure problématique. Si c'est vrai pour tout le monde, les autistes ont la particularité d'avoir à naviguer dans des contextes, dans des environnements qui ne sont pas adaptés à leurs caractéristiques, parce que conçus par et pour la majorité non autistes. Jusqu'à présent, il y a peu d'études qui se sont attardées, qui sont intéressées à documenter les préférences et les besoins des autistes en matière de vie résidentielle. Et on retrouve donc peu de recommandations sur le sujet. Dans ce qui existe, dans ce qui est disponible à ce jour, l'accent est mis sur les personnes ayant des besoins d'accompagnement, des besoins dits de supervision, ou encore des services quotidiens importants, en lien, entre autres, avec la préparation de repas, le ménage ou l'hygiène. Il s'agit d'une lacune qui est vraiment très importante dans l'état des connaissances, parce que si certains autistes peuvent nécessiter un tel accompagnement, d'autres sont toutefois facilement en mesure de vivre de façon autonome. Et entre les deux, il y a toute une déclinaison de profils et de possibilités. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la démarche scientifique et les résultats associés à 2 objectifs donc, de notre recherche, qui est d'établir un portrait des adultes autistes qui ont plus de 18 ans, qui vivent au Québec et qui pourraient être des futurs locataires des appartements qui pourraient être développés avec Humano District. Donc, également, d'explorer les besoins et les préférences des locataires autistes en termes d'environnement physique, humain et matériel. Donc, on a fait une collecte de données via une enquête descriptive en ligne. Donc, on a utilisé une plateforme électronique pour documenter le profil sociodémographique, mais également explorer les besoins et les préférences des futurs locataires autistes. En termes d'analyse, on a principalement pour aujourd'hui mené des analyses plutôt descriptives, statistiques, où on a répertorié les effectifs, les pourcentages, et on va procéder à une deuxième phase éventuellement avec une cartographie pour davantage aller reclasser, renommer, revoir les enjeux de besoins et préférences. Mais dans cette première partie, aujourd'hui, on va plutôt essentiellement vous présenter les résultats du portrait et une vision générale là, des différents besoins et préférences, en particulier les préférences des adultes autistes. Prochaine diapo. Donc, qui est-ce qui a répondu à notre questionnaire en ligne? Donc, on a 64 participants qui ont participé, qui ont répondu au questionnaire. Donc, j'attirerai votre attention sur le fait qu'on a beaucoup de femmes, 56% de femmes répondantes, et qui contrastent énormément avec la littérature scientifique en général, où souvent, quand on lit la littérature, on voyait beaucoup de répondants des jeunes enfants, des garçons. Donc, ici, on voit vraiment une différence. Donc, quand on s'intéresse aux adultes, eh bien, tout à coup, il y a beaucoup plus de femmes qui émergent comme répondantes. On sait que oui, c'est un biais en général, qu'il y a plus de femmes qui participent aux enquêtes en ligne dans la population en général, mais il semble aussi que ce soit le fait avec les adultes autistes. Mais donc, on est ravis de voir qu'il y a des femmes autistes qui répondent à notre questionnaire. Donc, 56% d'entre elles. On a également des hommes qui ont répondu et on voit également une proportion plus significative là, de personnes qui s'identifient au genre non-binaire. Prochaine diapo. Donc, on a une bonne représentation de jeunes adultes, donc qui sont en âge de se payer un loyer. Donc, nécessairement, tout le monde avait 18 ans et plus, mais donc, on a certains jeunes adultes, 20%, mais donc, près de 65% là, qui sont dans la force de l'âge, les 26-45 ans, donc qui définitivement là, pourraient être de futurs locataires. Prochaine diapo. Donc, une plus grande proportion, pardon, de Montréalais, de la Montérégie et quelques personnes de l'Estrie ont également répondu à notre questionnaire. Et ça couvre en fait l'ensemble des régions. On voit qu'il y a 25% qui viennent de partout ailleurs à travers le Québec.
On voit également que, bon, on avait une faible proportion, là, pas tout à fait 10 qui appartenaient à un groupe racisé, puis la même chose à environ 12,5 qui appartenaient à une minorité culturelle. En termes des occupations principales les plus fréquemment rapportées, donc près de 40 ont un emploi régulier, donc ont un salaire pour pouvoir se payer un appartement. On a encore une bonne proportion d'étudiants, donc près de 20 qui sont aux études, puis un 10 là, qui ont les deux occupations, 11 en fait, et à l'emploi et aux études. Puis, on a 11 qui étaient dans une autre situation, qui était présentement en arrêt de travail, mais qui travaillaient antérieurement, donc pour différentes raisons, étaient en congé pour le moment, et 6 qui faisaient autre chose. Prochaine diapo. Donc, le revenu disponible pour se payer un appartement, donc on a la majorité sont au-delà de 25 000 $. On a une certaine proportion entre 25 et 50. Donc, on a préféré vous présenter les résultats du revenu du ménage. On avait également les revenus individuels, mais on s'est dit, bon, la plupart vivaient là, en ménage. Donc, on voit qu'il y a un certain montant nécessairement qui est disponible. Pas des grands, il y a peu de gens qui sont à plus de 100 000 $ pour un ménage. Donc, on voit que peut-être l'idée des logements abordables pourrait être une solution intéressante là, pour une proportion de personnes autistes. Et on voit également les montants associés ou alloués à l'habitation, au logement, à la location. Donc, 16 paye moins de 500 $. La majorité, on voit 36 c'est entre 500 et 800 $. Une autre bonne proportion là, entre 800 et 1200. Et puis, il y a quand même une certaine proportion de gens qui ont des loyers, là, je dirais quand même assez élevés, là, quand c'est de plus de 1 000 $, entre 1 100 et 1 700 $. On avait une proportion qui préférait ne pas répondre ou qui, parfois, ne savait pas. Donc, en termes de le type d'habitation, le milieu dans lequel les gens vivent actuellement, donc la plupart, 64 une grande majorité, sont dans des appartements actuellement qui sont non subventionnés. On a une petite proportion qui vivent dans une maison, soit avec leurs parents, soit que c'est leur propre maison. La plupart qui sont également propriétaires. On a une petite faible proportion là, qui habitent en résidence de type familial ou des ressources intermédiaires. Les loyers, on voit là, qu'à subventionner ou à loyer indexé sont une très faible minorité, 3 appartements supervisés, 2 Donc, grandement, là, la plupart pourraient être de futurs locataires. Prochaine diapo. Et donc, oui, effectivement, 78 sont dans un milieu locatif, donc ont un appartement qu'ils louent, pour lequel ils paient un loyer. Un milieu de vie, là, un appartement ou une maison, mais un endroit qui est loué. Absolument, merci. Donc, en termes de nombre de personnes, donc on voit là, nos répondants, le plus gros pourcentage vivaient seuls, donc 45 mais on a plusieurs qui étaient soit, on peut imaginer là, à deux, qui étaient soit en couple ou avec un colocataire ou avec un enfant. Donc, on a aussi là, qui habitent à 3, 4 ou 5, donc des besoins pour des appartements qui pourraient être occupés par plus d'une personne ou plus qu'un couple. Et effectivement, on voit également quelques-uns vivent dans des 1,5, 2,5, mais la plupart vivent dans des 3,5, 4,5 et 5,5 également. Donc, une variété, une diversité de besoins d'enjeux en termes de taille d'habitation pour une variété de nombre de résidents dans une famille. À quel point actuellement le milieu d'habitation répond à leurs besoins, à leurs préférences? Donc, on voit... Donc, il y a un groupe très certainement qui aurait envie de changer d'appartement. 8 que ce n'est pas du tout, 14 un peu, 27 moyennement. Au fait, c'est qu'il y a à peu près 50 des gens qui sont satisfaits, mais il y a 50 ou presque qui sont insatisfaits. Là, on est à 49 versus 51. Donc, clairement, là, on est à la moitié de nos répondants qui sont moyennement, sinon peu ou pas du tout satisfaits de leur situation de vie ou de leur milieu d'habitation. Prochaine diapo. Et maintenant, justement, qu'est-ce qu'il y en est des besoins, des préférences d'adultes autistes québécois en matière d'environnement domiciliaire locatif?
Les personnes qui ont participé à notre étude ont spontanément rapporté que pour leurs besoins, que pour que leurs besoins, leurs préférences soient comblées en matière de logement locatif, elles aimeraient que l'appartement, l'immeuble ou encore le quartier présente différentes caractéristiques, incluant une cour clôturée, une bonne luminosité, des espaces communs, la possibilité de vivre avec des animaux de compagnie, l'accès aux transports en commun, aux services de proximité aussi, l'inclusion d'électroménagers, mais aussi d'Internet, de la téléphonie, de la télévision. Une bonne insonorisation, l'absence de tapis, un environnement non fumeur, la climatisation, la présence de nature avoisinante ont aussi été rapportés, tout comme le fait d'avoir accès à des pièces spacieuses, mais aussi une pièce fermée, possiblement pour réaliser du télétravail. On a une question suivante qui abordait ça, et une grande fenestration. En ce qui concerne l'importance accordée à différents facteurs à considérer dans le choix d'un logement locatif, le fait de pouvoir habiter avec un animal de compagnie revient de façon très importante. Ce qui n'est pas surprenant considérant la relation privilégiée que plusieurs adultes autistes entretiennent avec les animaux, lesquels jouent souvent un rôle de soutien émotionnel, même s'il ne s'agit pas toujours spécifiquement d'animaux, de chiens identifiés comme d'assistance. La proximité avec les services est aussi importante pour une majorité, tout comme la possibilité de pouvoir minimiser leur déplacement. Un résultat qu'on peut mettre en perspective avec différentes caractéristiques fréquemment présentées et vécues par les personnes autistes, incluant notamment des enjeux récurrents de fatigue accrue par rapport à la population non autiste. L'accès facilité à des environnements, à des espaces naturels est aussi important pour une majorité, ce qui fait d'ailleurs écho au savoir expérientiel qui est partagé par bon nombre d'autistes. Et les savoirs expérientiels, ça réfère, là, pour ceux pour qui ne sont peut-être pas familiers avec ce concept-là, à des savoirs qui sont élaborés à partir de l'expérience vécue par un travail réflexif, une analyse, une compréhension construite des situations. Donc, à travers des partages de témoignages, mais aussi à travers des réflexions sur sa propre réalité. Bien que plus variable, avoir accès à une pièce qui peut être dédiée au télétravail, ça présente aussi une certaine importance pour plus de la moitié des personnes qui ont participé à notre étude, ce qui fait ici écho aux résultats issus d'une autre de nos études en lien avec la satisfaction de vie des adultes autistes pendant le confinement de 2020 et dans laquelle le télétravail a été identifié par certains comme un facteur qui a grandement contribué à l'amélioration de leur satisfaction de vie, voire à leur épanouissement. Pour conclure, on pourrait être porté à penser que les préférences qu'on a pu dégager dans cette étude sont pas mal les mêmes que chez la majorité des gens. Vous-même partagez peut-être certaines de ces préférences, mais dans le cas des adultes autistes, il convient de les interpréter à travers le prisme de l'équité et de l'inclusion. Parce qu'en fait, on peut que constater un manque flagrant de logements abordables qui sont adaptés aux préférences, aux besoins des adultes autistes qui ne requièrent pas de soutien particulier pour vivre à domicile, notamment en lien avec les questions et les enjeux sensoriels. Parce que si les autistes vivent dans le même monde matériel que les non-autistes, ils ont souvent une perception sensorielle différente, notamment au niveau auditif, visuel, olfactif ou encore tactile. Malheureusement, certaines caractéristiques communes à la plupart des environnements résidentiels représentent une importante surcharge sensorielle pour plusieurs adultes autistes. Et je pense ici notamment aux lumières fortes qu'on trouve dans plusieurs milieux de vie, dans plusieurs appartements, à l'insonorisation insuffisante, aux sonnettes, aux odeurs qui se dégagent puis se propagent entre les logements, aux couloirs étroits, par exemple. Avec ça en tête, il est non seulement souhaitable, mais bien particulièrement important que l'aménagement des logements locatifs dans lesquels résident des autistes permette de réduire l'énergie investie à s'adapter à ces perturbations sensorielles pour venir maximiser l'énergie qui est disponible pour réaliser des activités signifiantes et significatives. Je termine en soulignant que les résultats qui sont issus de ce volet-ci d'études dont Mélanie et moi, on vient de vous parler, appellent à la mise en place d'actions exosystémiques. Alors que pour le moment, c'est soit les personnes autistes elles-mêmes qui doivent individuellement assumer les coûts supplémentaires nécessaires, lorsque c'est même seulement possible pour elles de le faire, pour accéder à un milieu de vie qui réponde à leurs besoins, soit encore, elles vivent les conséquences, elles assument les conséquences, non seulement en termes de surcharge, avec possibilité, dans certains cas, d'entraîner, de mener à des crises d'effondrement, d'épuisement artistique. En anglais, on va parler de meltdown, de shutdown, de burn-out, mais aussi en termes de disponibilité et de ressources à mobiliser
mobiliser pour une participation occupationnelle et sociale plus large. On vous remercie pour votre présence aujourd'hui, pour votre intérêt, pour votre écoute.